Moi, je voulais revenir plutôt sur l'intervention de Didier Tabuteau. On parle de l'innovation, on parle de ces 200 milliards d'euros mis sur la table, mais il faut reconnaître que jusqu'ici, on n'a pas beaucoup d'outils pour montrer à quoi ça sert. Ça a été un grand progrès de passer de la NGAP à la CCM, où enfin on sait par un codage informatique combien on fait de cholécystectomie et ne plus confondre au niveau de l'assurance maladie coloscopie et cholécystectomie, ce qui était jusqu'en 2005 l'assurance maladie remboursée exactement sur une ligne comptable. Et on a pu, à partir du moment où on a mis donc, ce codage des actes techniques, s'apercevoir des différences de pratique. Je l'ai fait dans ma spécialité, je suis hépatogastroentérologue, et on a fait avec l'assurance maladie un certain nombre d'éléments qui montrent que pourquoi on fait des examens, pourquoi on fait des interventions, pourquoi il y a des différences régionales, et pourquoi il y a dans un même département, il y a des différences individuelles. Et là, on peut interpeller directement le praticien, et on l'a fait. Et c'est étonnant que dans ce cadre-là, on ne développe pas des outils plus importants au niveau de l'hôpital public. Je vous rappelle qu'actuellement, on n'a pas encore le codage complet de l'exercice dans les structures hospitalières, alors que l'on a pour chaque praticien de ville. Moi, j'ai eu mon rapport fait par Frédéric Van Rockeghem sur mon activité médicale. C'est exactement au jour près le nombre de consultations, d'examens. Et à partir du moment où on a une connaissance, là, on peut déjà être beaucoup plus pertinent et savoir où va l'argent public, où va notre argent, parce que l'argent public, c'est notre argent de citoyen. Moi, je voudrais interroger Didier, comment se fait-il qu'on n'a pas plus tôt développé des outils de mesure de ces actes médicaux en ville et à l'hôpital? Et il n'y a pas d'opposition avec nos confrères hospitaliers, ce n'est pas les médecins qui sont en cause, c'est les structures administratives. Sur le codage des actes que j'ai pu suivre pendant une quinzaine d'années dans des fonctions ministérielles, j'ai l'impression quand même que la profession médicale a fait tout ce qu'elle pouvait pour que le codage des actes ne s'applique pas en France. Ça a quand même été un combat très long. Vous avez en face de lui celui qui a accepté de les mettre. On est d'accord. Je suis prêt à le reconnaître, mais voilà. Vous me demandez quelle est l'explication du fait que le codage des actes a eu bien du mal à s'imposer. Je dis que comme ce n'était pas un débat public, il n'y avait pas de contrepoids pour pousser à ce que le codage des actes, est-ce qu'on ait une meilleure information sur ce qui se passait, ne s'exerce. Le seul qui s'exerçait, c'était le pouvoir médical. Sans du tout, je le diabolise, vous connaissez mes positions sur ce sujet. Néanmoins, il a vu ça comme une crainte, comme d'ailleurs tous les phénomènes d'évaluation. Je rappelle que quand l'ANDEM, qui est devenue l'ANAES, puis la Haute Autorité de Santé, a été créée, l'ANDEM a été créée sous forme d'association avec le moins de moyens possible pour que le corps médical ne l'étouffe pas. Et puis, elle a connu un certain développement et a réussi. Donc, si le codage et si les systèmes d'information ont eu du mal à se développer, et d'ailleurs pendant très longtemps, c'est l'hôpital qui était en avance avec le développement du PMSI par rapport à la médecine de ville. Aujourd'hui, les choses se sont équilibrées, je m'en félicite. Personnellement, je suis convaincu que médecins, patients et l'ensemble de la collectivité sont dans le même bateau. Ce bateau s'appelle la sécurité sociale, qui protège autant les patients dans l'accès aux soins, ça a été rappelé par comparaison aux États-Unis, mais à d'autres systèmes, que les médecins, parce que je suis convaincu que la protection sociale collective, c'est la meilleure protection de l'indépendance professionnelle des praticiens. Nous avons la même opinion, on est d'accord. Mais je crois que surtout, je suis d'accord avec Didier pour dire, on est dans le même bateau. Et je crois que la question que je voudrais poser par exemple à Christian, c'est, je crois que chacun a une perception assez égocentrée de la santé. Et ça, bon, tout le monde le sait. Je veux dire, si on se demande... par exemple, dans la salle, est-ce que vous connaissez la santé de votre voisin? En général, non. Didier, je sais ce qu'il fait, Emmanuel aussi, mais leur santé, je ne sais pas. C'est-à-dire que tu vas bien, ça va. Donc, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la santé de soi-même, de sa cellule familiale, de quelques amis, et puis c'est tout. Alors, heureusement qu'il y a des super citoyens comme Christian qui peuvent porter des paroles. On parle là de la représentativité des patients, des associations, c'est en soi un vaste débat, mais on n'a pas de formation à la santé en France du citoyen. On n'a pas de formation, on n'a pas d'information. En termes de médicaments, puisque la prescription des médecins a été également remise en cause, il n'y a pas de formation des élèves aux médicaments. Il n'y en a pas beaucoup plus à la santé. Alors, disséquer des grenouilles, on le fait toujours. Mais expliquer à un enfant qu'est-ce qu'un médicament, expliquer à un collégien à quoi sert un médicament, expliquer à un lycéen à quoi sert un médicament, personne ne le fait en France. Ça ne fait pas partie des programmes.
on commence tout juste, en première année de médecine, non pas pour cette rentrée, mais pour celle d'après, à expliquer à ceux qui vont devenir médecins à quoi peut servir un médicament sur le plan général. Donc je crois que là, il y a un problème général de la société, et donc après, ça se traduit naturellement, il me semble, hein, dans tous les problèmes que l'on voit aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais est-ce que le problème, c'est de savoir à quoi sert un médicament? Je suis étonné par votre réaction, parce que j'ai le sentiment qu'on va de plus en plus, notamment vers une automédication. C'est-à-dire que les citoyens patients connaissent l'usage des médicaments et, grâce à Internet notamment, se mettent à cette automédication. Est-ce que le problème, ce n'est pas davantage, de même qu'on sait le taux de chômage, de même qu'on sait quels sont les investissements productifs dans le nucléaire ou autre, que l'on n'ait pas une bonne conscience de l'état de santé de la collectivité comme facteur, précisément, économique et comme facteur de croissance économique. Est-ce que ce n'est pas ça le problème davantage? Non, pour moi, c'est lié. Hein. C'était des exemples que je prenais. Si vous prenez de manière très ponctuelle, la contraception orale, qui est le prescripteur, en général, 80%, c'est la copine. Bon, elle est sûrement très bien renseignée, mais je ne suis pas bien sûr qu'elle soit totalement pertinente pour tout le monde. Quand on regarde des études qui ont été faites par les Toulousains sur la consommation de médicaments chez l'enfant, la moitié des enfants de moins de 15 ans ont pris un médicament dans la semaine qui précède. Qui est le prescripteur? La maman. Donc c'est pour ça que je dis, si on veut qu'il y ait une responsabilisation, une participation des citoyens au débat, et je pense qu'elle est légitime et utile et indispensable, à ce moment-là, il faut qu'on leur donne aussi les moyens. De l'information, certes, de l'information validée, de l'information de qualité, et puis de la formation tout au long de leur cursus. Mais si on va dans ce sens, est-ce que ce qui est important, se mettant dans cette perspective économique, c'est notamment d'expliquer aux citoyens que l'innovation thérapeutique, par exemple, ce sont des choix qui sont des choix de longue durée. Qu'investir sur un médicament, sur la recherche, c'est 10 ans, 15 ans. Enfin, vous êtes mieux à même de parler de ça que moi. Non, attendez, vous n'êtes pas d'accord? En France, on dit du pétrole et on n'a pas d'idée. Bon, j'ai découpé ça hier dans l'avion, tout le monde l'a vu. Donc, il y a un peu de pétrole et il y a beaucoup d'idées. La communication, c'est ce que j'écrivais dans mon résumé, la communication aujourd'hui sur la santé, sur l'industrie, sur l'innovation, à mon sens, elle n'est pas faite en France. Le Total trouve des arguments pour nous vendre son business. Et nous, on n'est pas capable de trouver des arguments pour faire que le citoyen comprenne à quoi ça lui sert. C'était en plein dans le débat tout à l'heure. À quoi on sert? On ne l'a jamais dit, on ne l'a jamais montré, on ne l'a jamais chiffré. Autant que nous sommes autour de la table. Hein. Si vous le voulez bien, un mot de Gérard Touvourville, et puis ensuite, je voudrais que vous réagissiez, puis on va continuer le débat. Oui, deux choses par rapport à cet aspect. Vous disiez pourquoi est-ce qu'on est incapable d'avoir ce débat sur la valeur finalement de l'innovation thérapeutique sur le long terme en termes de création de richesse économique. On ne l'a pas parce qu'on n'a pas effectivement une information sur le bénéfice à long terme de l'investissement dans l'innovation thérapeutique dans notre pays. Et on a une vision uniquement d'augmentation des coûts. En fait, il y a un paradoxe, ou plutôt une incompréhension ou un malentendu sur l'impact du progrès technique au sens large du terme, sur la progression des dépenses. Le progrès technique augmente les dépenses de santé, pas tant par sa cherté en termes de coûts unitaires, mais par le fait qu'il offre des nouvelles possibilités d'intervention et des nouvelles possibilités de prise en charge de pathologies qui ne le sont pas bien traitées à l'heure actuelle. Et donc, quand on a une innovation thérapeutique qui apporte un bénéfice, on ne voit pas nécessairement la dimension des coûts évités par le fait que la maladie avant était mal traitée et coûtait cher. Si vous prenez par exemple le débat sur les maladies orphelines ou un certain nombre de pathologies chroniques qu'on ne sait pas guérir aujourd'hui. Si vous prenez par exemple les maladies inflammatoires du côlon, les maladies chroniques, etc. En fait, ce qu'on n'arrive pas à bien mettre en évidence dans le débat public, ce que les patients ressentent très bien parce qu'ils le connaissent bien, c'est un patient qui a une maladie chronique non guérissable. Je veux dire, il coûte un fric fou à la société. Il coûte un fric fou. Et on n'arrive pas, dans le débat, à mettre en relation finalement l'investissement autour d'une innovation et son coût, et effectivement les coûts évités derrière ce qu'on apporte. En France, par exemple, le débat sur la prise en compte des coûts indirects d'une pathologie, c'est-à-dire au fond l'impact sur la vie quotidienne des gens,
c'est un débat qui est complètement occulté par les payeurs. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'assurance maladie qui paye pour la majorité de ces coûts indirects. C'est le patient lui-même, sa famille, et éventuellement la société dans son ensemble, par la perte de capacité productive. Ça, c'est vraiment un gros problème. On n'a pas ce débat. L'autre aspect du débat, et je vais remonter plutôt en amont, là je renvoie peut-être un peu à ce que disait M. Ray, ou ce qu'on peut dire sur l'innovation thérapeutique. Il n'y a pas non plus une sensibilité assez forte au fait que aujourd'hui, avoir un système, par exemple, avoir un système hospitalier et hospitalo-universitaire avec un très haut niveau de compétences cliniques, un très haut niveau de compétences technologiques, une reconnaissance au niveau international de cette expertise, ça s'entretient. Ça s'entretient. Et je veux dire, ça ne peut s'entretenir que si ces services sont eux-mêmes innovateurs et sont eux-mêmes en relation permanente avec des innovateurs. C'est parce que vous êtes en contact précoce avec des industriels ou avec des équipes de recherche que vous entretenez ce capital de compétences techniques et de compétences cliniques. Si jamais on désinvestit là-dessus, ce qu'on dit du système français en termes d'excellence clinique, ben ça va se dégringoler rapidement. Ça va se dégringoler rapidement. Donc le lien consubstantiel, je pourrais dire, entre le milieu de la recherche, le milieu du développement industriel et de la R&D industrielle et le milieu clinique, c'est un lien, c'est un investissement en fait sur la qualité du système de soins et qu'on n'est pas tellement capable de le valoriser. On ne se rend pas compte, on a l'impression qu'au fond c'est quelque chose qui est autonome. C'est parce que les médecins et la formation médicale est bonne, en gros, qu'on a ça et qu'au fond c'est assez indépendant du potentiel scientifique et industriel qui est derrière. Ben non, c'est pas vrai. Est-ce que, pardonnez-moi, mais s'il n'y a pas eu